de la sortie du premier rhum bio de Guadeloupe par les Rhums Bologne, le CRG s'est rendu sur place pour une masterclass avec ses adhérents. Prenons des forces avec un petit déjeuner comprenant du jus de canne du domaine, un moment très apprécié. Après un briefing sur les consignes de sécurité et sur le programme de la matinée, nous partons en direction des parcelles avec Lydia et Martha. Alors ici on est devant une cocoterie, on a un projet touristique, on aimerait bien emmener les visiteurs de la distillerie jusqu'ici et jusqu'à des bassins qui se trouvent un peu plus loin sur le long dans la rivière. Et donc toute cette parcelle-là longe la rivière des Pères. Et comme je disais dans la voiture, la rivière des Pères c'est l'eau qui nous permet d'alimenter notre système d'irrigation et l'usine et les besoins en eau de l'usine. Donc voilà, on est d'ici 3-4 ans, on espère que ces cocotiers qu'on a poussés, là, qui n'ont pas une super gueule, mais on espère qu'ils vont bien se développer et qu'ils vont faire un peu d'ombrage. Donc l'objectif c'est d'amener un peu de diversité et de planter des arbres fruitiers d'ici, quoi. Quand vous pensez aménager l'espace en fait, c'est ça? Ouais, avec des carbets mais c'est pas pour tout de suite. Il faut que le temps, que les cocotiers se développent, ouais, c'est un projet sur du long terme. C'est le tout début en fait de cette parcelle. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a comme particularité, Martin, cette parcelle? En dehors du fait que c'est la première fois qu'on plante des arbres fruitiers. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? On l'a passé en bio, enfin en conversion à l'agriculture biologique. Donc c'est-à-dire qu'on s'est engagé à ne pas mettre de produits chimiques sur cette parcelle. Donc pas d'herbicides et pas d'engrais chimiques. Voilà. Et un peu plus tard, on va aller voir notre parcelle bio où là-dessus, on a aussi depuis 2017, on est rodé sur le système agriculture biologique. C'est un tout petit arrêt, on continue. Après cette première escale, direction les parcelles de canne noire. Au cœur du domaine, hein. Donc comme je disais, chaque parcelle a un nom, chaque parcelle a une histoire. On est passé devant la parcelle roche au tout début parce qu'il y avait une énorme pierre à l'intérieur qu'on n'a jamais pu enlever. On aura la parcelle maison, parce que historiquement il y avait une maison là-bas, il y avait la parcelle téléphone parce que là il y avait le téléphone, et aujourd'hui on a décidé de fusionner la parcelle maison et la parcelle téléphone et ça donne par exemple la parcelle maison phone. On va aussi faire... on me l'a fait, à chaque fois que je dis ça on me l'a fait. Donc là on s'est arrêté sur une parcelle qui est importante, qui est juste ici derrière vous, qui est la parcelle de la coulisse. La coulisse, il y a 2 ans, c'était une parcelle dont on vous a beaucoup parlé puisque c'est une parcelle dont on a sorti un rhum parcellaire éponyme. Et comme la tendance c'est sur des rhums blancs à forte valeur ajoutée, donc ça fait déjà 6 ans, 7 bientôt, où on est en train de sortir le Black Cane, un rhum 100% canne noire. Pour rappel, hein, la canne noire, c'est cette variété de canne que vous retrouvez qu'ici à Bologne. Pourquoi? Parce que historiquement, la canne noire a toujours fait partie de l'assemblage des rhums Bologne et c'est ce qui lui donne toute sa typicité. Je disais qu'on avait 100 hectares ici à Bologne, mais on a aussi 50 hectares à Capesterre. On a essayé d'y planter de la canne noire et ça n'avait pas du tout le même rendu. Donc c'est la canne noire qui est importante, mais qui est associée au terroir. On est ici sur les pentes de la Soufrière, si on arrive à la voir. Les pentes de la Soufrière, le volcan de la Guadeloupe, le point culminant de la Guadeloupe, on va être sur des sols peu profonds et des ponces volcaniques.
Donc cette canne noire associée à ce terroir va donner un résultat qui est celui que vous connaissez, qui fait partie de tous nos assemblages, parce que même sur le rhum à 50 degrés, vous avez de la canne noire, à des degrés différents, puisque notre maître de chai va participer à un assemblage. Sur les monovariétaux, depuis 2014 avec le Black Cane, vous connaissez le 100% canne noire, le Black Cane. Et puis, depuis 2018, vous connaissez maintenant nos parcellaires. Donc, à chaque fois, on va sélectionner une parcelle qui va être intéressante de point de vue organoleptique quand on va déguster les produits, on va les isoler. Et une parcelle aussi où on va vous raconter une histoire. La parcelle de la coulisse, on va passer tout à l'heure puisque la parcelle, je dis pas de bêtises, la parcelle bio se trouve juste de l'autre côté. Elle se trouve un peu plus haut sur la ravine. Ouais. Et du coup, vous allez remarquer qu'ici, on est vraiment dans un vallon. Et on va avoir le vent qui passe au-dessus. On est vraiment très vallonné ici, bien sûr, sol volcanique. Et on était en 2018 sur une parcelle en 100% canne noire, parce que c'est ce qu'on veut vous proposer, des rhums parcellaires premium, mais qui ont une typicité et qui traduisent tout ce qu'on sait faire à Bologne. Parlons de terroir. Ce qui est important aussi, c'est la géolocalisation de Basse-Terre. On est au point de jonction de la côte au vent et de la côte sous le vent. J'ai bien fait point de jonction de cette côte au vent et de la côte sous le vent. Et vraiment, on va avoir une pluviométrie qui va être très maîtrisée. On va voir qu'il pleut à Gourbert, il pleut à Baillif, mais il ne pleut pas ici. Donc, au moment de la sécheresse, puisque nous, on va récolter ici aux Antilles entre février, juin, juillet quand on n'est pas très bon. On va vraiment choisir cette période de carême, la période où on va avoir vraiment la chaleur qui va être plus importante, puisque la chaleur va avoir pour effet de stresser la canne et du coup d'augmenter la sucrosité des cannes. On parle du Brix, l'unité de mesure du Brix doit être plus importante à cette période-là pour qu'on puisse avoir une richesse qui va être transcrite dans les rhums. C'est pour ça qu'on ne va pas goûter de canne aujourd'hui, puisqu'on est en plein mois de décembre et vous avez vu, il a plu pendant un certain nombre de temps. Donc la dégustation ne sera pas optimale, mais ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine expérience où on pourra éventuellement aller voir comment on produit. Comment? D'accord. On note les clins d'œil. Donc voilà, tout ça. Ah oui. Et puis, bien sûr, vous entendez déjà la rivière. Ouais, on entend bien. Ouais. Donc, on est vraiment sur une parcelle qui est proche du point d'eau. Et on va avoir les cannes qui vont avoir vraiment tout l'effet de l'eau qui est à proximité. Et puis, mais ça c'est tout partout, on est vraiment en face de la mer des Caraïbes. Donc, on va retrouver dans les rhums Bologne ce côté salin qu'on va avoir grâce à la mer des Caraïbes. Voilà. La coulisse, historiquement, c'était une parcelle où il y avait une sucrerie. Je ne sais pas exactement où, c'était au XVIIe siècle. Mais la sucrerie pourrait être située au-dessus de la parcelle. Et il y avait de la canne, puisque vous le savez, depuis 1634, ici à Bologne, il y a toujours eu de la canne, n'est-ce pas? Puisque les deux Bolognes sont arrivés ici au XVIIe siècle. Cette famille originaire du Dauphiné qui a d'abord transité par le Brésil et qui va arriver ici à Basse-Terre et va construire ce domaine, puisqu'ils vont apprendre les rudiments de la canne à sucre au Brésil. Et puis ici, ils vont ramener tout ce savoir-faire. On va d'abord faire du sucre et puis en 1887, on va se transformer en industrie rhummière puisqu'on va produire du rhum et du rhum agricole. Donc depuis 1887, avant on a peut-être produit du tafia, on a peut-être produit autre chose, mais depuis 1887, ici on produit du rhum agricole. Et donc cette sucrerie se trouvait quelque part sur le dessus et on avait les cannes qui étaient poussées sur ce toboggan, parce que vous voyez comment la pente elle est assez importante. Les cannes étaient poussées ici de la sucrerie au moulin. Alors les historiens nous disent que la canne à sucre était plutôt brûlée. À l'époque, on ne portait pas un grand soin à tout ce qui est qualité de la canne, etc. Ce qu'on ne ferait absolument pas aujourd'hui, puisque cette parcelle en 2018 a été récoltée à la main pour qu'on puisse sélectionner les cannes les plus intéressantes. Mais quand on faisait du sucre, à l'époque, ce n'était pas très important.
Donc voilà, c'était en forme de toboggan et c'est pour ça qu'on l'appelle la coulisse. La coulisse comme un toboggan. Le toboggan, c'est pas très fun. Donc comme on est dans la poésie, on vous parlera d'autres parcelles, mais on est dans la poésie et elle s'appelle la coulisse. Et à quand le batch 3? À quand le batch 3, Martin? Le quoi? À quand le batch 3 de la coulisse? Eh ben, c'est une parcelle qui a 3 ans. Merci pour la transition. Qui a été plantée en 2018. Et alors on ne peut plus faire un parcellaire parce qu'on n'est pas 100% canne noire. On a eu des rejetons de canne rouge et du coup comme on n'est pas 100%, il va falloir attendre encore 3 ans. Ah, c'est prévu pour 2024 normalement. Ah, je crois que pas mal d'adhérents seront déçus. Ou 2025 parce qu'on a une période de maturation qui est longue. Donc a priori en 2024 on devrait pouvoir, et c'est aussi la surprise qu'on a, enfin, toute l'équipe avec Martin découvre un petit peu les spécificités, les rejetons là c'en est une. Mais on va aussi, comme vous le savez, sur les parcellaires avoir une période de maturation en cuve qui va être longue. D'accord, merci. Et donc peut-être un mot sur la variété ici. Alors ici c'est pas la parcelle de la coulisse. On est devant Savane. Et c'est une parcelle qui a été plantée en 100% canne rouge. Une canne qui nous vient de la Réunion. Et alors on voit bien à sa couleur qu'on peut l'identifier très facilement. On verra un peu plus tard de la canne noire. Qui est beaucoup plus sombre que celle-ci. Et comment identifier une canne? C'est surtout au niveau du nœud que ça se passe et au niveau du bourgeon. Donc là, la protubérance qui sort ici, c'est le bourgeon. Il est plus ou moins protubérant en fonction des espèces. Donc celui-ci est très étalé et assez aplati. Et donc, ça a grosse différence au niveau du goût par rapport à la canne noire? C'est une canne un peu moins fibreuse que la canne noire. D'accord. Donc elle est plus facile à broyer à l'usine. Aussi. Elle passe plus facilement dans les moulins et elle fait des meilleurs rendements aussi. Plus juteuse. Des questions On peut voir les spécificités des cannes en fonction de la largeur entre les nœuds. Alors la largeur entre les nœuds, ça va surtout être un indicateur du climat. Vous voyez qu'on s'est tapé une sécheresse assez forte. Celle-ci, c'est une parcelle qui a été récoltée au mois d'avril. Et au mois d'avril, mai, juin, il a fait très sec ici. Donc les premiers nœuds qui sont sortis, sont ici, sont beaucoup plus courts. Là, vous en avez un très court que les derniers nœuds qui sont ici. Où là, le climat actuel est très favorable pour la croissance de la canne. Nous, un repère dont on se sert ici, c'est les mâts d'aspersion. Vous en voyez un ici. On considère qu'on est dans une très bonne année quand on voit plus, au moment de la récolte, quand on voit plus le mât. Donc là, il reste à peu près, pour cette parcelle-ci, il reste 3 mois de croissance. Je pense qu'au moment où on va récolter, on ne verra plus le mât. Donc 2021 s'annonce être une bonne récolte. Si on ne continue pas à prendre de la flotte. Alors pour l'instant, il pourrait y avoir si mois de décembre, moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu de pluie. Et après janvier, février, là Ça c'est un avantage, c'est que l'eau ne stagne pas. Le fait que vous soyez en vallon, ça fait que l'eau ne stagne pas et que du coup la canne elle prend que ce qu'elle a besoin. Effectivement, et puis on a des sols assez profonds qui drainent très bien. Donc l'eau ne fait que passer, quoi. C'est ce que je regardais tout à l'heure, parce que c'est bien sec. On doit s'attendre à une bouteille Red Can. La canne rouge existe déjà chez la Moni, de mémoire. Chez Joker. Je suis pas au courant, il y avait des jokers. Alors, nous, notre souhait aujourd'hui, c'est de mettre en valeur une spécificité qu'on a ici, donc la canne noire. Longto fait déjà un parcellaire canne rouge. Oui, et puis la canne rouge et la canne bleue, on retrouve la canne bleue un peu à Capesterre, en Martinique. Donc ça, je pense qu'il y a d'autres déjà, vous les avez cités aussi pour la canne rouge. On ne va pas se lancer là-dessus, en tout cas pas tout de suite. D'accord. Et une autre question. En fait, moi j'avais lu que de base on choisissait la canne verte pour faire du rhum par rapport au rendement de la canne en termes de jus qui était plus important que la canne noire ou la canne rouge.
Je veux savoir si le fait que Boulogne soit revenu à cette canne, même si elle a toujours fait partie de l'arrangement, on est d'accord, parce que ça aussi j'avais vu. Est-ce que c'est parce que vous avez réussi à avoir un meilleur rendement sur ces cannes-là aujourd'hui, avec les technologies d'aujourd'hui, ou est-ce que c'est vraiment le risque que Boulogne a choisi de prendre et... C'est un mix des deux. C'est un mix des deux. Ouais, moi je veux dire c'est plutôt un sacrifice. On fait effectivement, on aurait pu opter pour, si on cherchait le rendement à tout prix, on aurait pu opter pour des variétés bien plus productives. La canne noire est vraiment pas la plus, enfin elle est très adaptée au terroir ici. Oui. Elle est très intéressante au niveau aromatique, mais c'est pas en termes de tonnage, c'est pas celle qui va faire le plus de canne. Vous allez voir, on va arriver au niveau de la parcelle bio. En bio, là, on a mis une canne, la Matos, c'est vraiment une canne avec un diamètre très impressionnant, qui fait du volume. C'est une canne qui vient de la Barbade. Elle est grosse, elle est énorme. Elle est très claire et elle est... C'était à Vallombreuse, il me semble. C'est celle qui est... Canne noire qui est très grosse. Et ben, c'est une canne qui est beaucoup plantée en grande terre, qui est adaptée au milieu sec. Plus Port-Louis. À Port-Louis. Clairement, pour répondre à ta question, on n'est pas dans un objectif de volume. On est vraiment dans un objectif de distinction et un objectif aussi de premiumisation. Donc en fait, aujourd'hui, on n'a pas pour objectif de doubler la production des rhums Bologne, c'est pas là où on veut se lancer. Au contraire, aujourd'hui, on est à peu près autonome à 90% sur nos apports canniers. De mémoire, je pense que c'est le taux le plus important sur le territoire, sur les apports canniers. Et notre objectif, c'est vraiment plus l'autonomie que de la diversification sur des variétés de canne qu'on ne maîtrise pas, ou moins bien en tout cas, puisque même avec les planteurs de canne qui travaillent pour nous, produisent de la canne selon notre cahier des charges. Mais en tout cas, notre objectif, c'est pas là. En tout cas, ça fait des années, depuis maintenant 10 ans, on a commencé un premier processus de premiumisation et en 2016, ça s'est accéléré et on va continuer sur cette stratégie-là. Deuxième destination, la parcelle bio Grande Savane. Et ben on est sur la parcelle Grande Savane, donc c'est la parcelle qui est certifiée bio depuis fin 2019. Donc la récolte de 2020 a été certifiée, on a pu faire du rhum bio avec la récolte de 2020. Et alors la spécificité de cette parcelle, c'est qu'elle a été plantée avec une variété qu'on ne connaissait pas ici à Bologne. C'est la canne, c'est la Matos, c'est une canne qui vient de la Barbade. Et qui est plantée massivement en grande terre, qui résiste très bien à la sécheresse, qui fait des gros volumes. Donc celle-là, elle est un peu plus basse que les parcelles que vous avez vues en bas parce qu'elle est plus jeune. Elle a été récoltée au mois de juin, donc elle a 4 mois de moins de croissance que les parcelles d'en bas. Mais en termes de rendement, c'est vraiment une parcelle qui va faire des super rendements. Et sur les moyens de reconnaissance de cette variété, elle est plus... on va regarder aussi le haut le bas de la feuille, c'est beaucoup plus clair que ce qu'on avait en bas. Alors là, j'ai pas pris un super pied, c'est pas hyper caractéristique, mais ici par exemple, vous avez une paille la paille c'est les feuilles qui se détachent beaucoup moins facilement, donc on va dire qu'elle s'épaille moins facilement. Ça a un problème à l'usine. Et vous avez des bourgeons qui sont beaucoup plus, qui sont très arrondis et une couleur plus claire que ce qu'on a vu en bas. Avec des reflets jaunes notamment. Avec des reflets jaunes. C'est pour ça que de temps en temps on parle de canne jaune ou canne blanche. Et alors ici on a fait des choix agronomiques très différents de tout ce qui avait été fait ici sur la plantation de Bologne. On a planté en 1,80 m, là où toutes les autres parcelles sont plantées à 1,60 m de distance. C'est un choix volontaire, ça nous permet de faire passer un micro-tracteur dans les interrants. La grosse problématique dans l'agriculture biologique, c'est la lutte contre les mauvaises herbes.
on a une compétition qui est très forte entre les adventices, donc les mauvaises herbes, et la canne à sucre. Et on peut pas, je vous ai dit qu'on devait obligatoirement se passer de produits chimiques, donc on va venir éradiquer ces mauvaises herbes de façon mécanique, avec un micro-tracteur. Donc c'est le même principe qu'un tracteur. Ça fonctionne, si vous voulez, comme une tondeuse de jardin classique, un peu plus grande. Et pour permettre au tracteur de passer entre les rangs de canne, il a fallu planter légèrement plus espacé. Mais ce qui entraîne aussi une très forte contrainte, c'est que plus d'espace entre les rangs de canne, ça veut dire plus de lumière. Donc plus de mauvaises herbes qui se développent. Donc ça veut dire qu'il faut passer quasiment tous les mois pour venir tondre entre les rangs de canne. Le robot, il se fait pas du bureau en fait. Comment? Le robot, il se fait pas du bureau là, du coup. Eh ben non. Eh ben malheureusement, il ne se télécommande pas du bureau. Et du coup, on a des chauffeurs qu'on a formés et qui ont été formés justement pour conduire ces nouveaux tracteurs. Quelles sont Voilà. les principales, pas caractéristiques, mais contraintes du bio? Qu'est-ce qu'on demande dans le cahier des charges Pour avoir une canne bio. Alors pour être certifié bio, deux choses. Ça veut dire pas de produits chimiques de synthèse. Et alors les produits chimiques, on va les retrouver dans les engrais et dans tout ce qui est pesticides. Donc les seuls pesticides qu'on utilisait nous à Bologne, ce sont des herbicides, des produits chimiques qui vont tuer de manière sélective les adventices. Donc ils vont avoir un impact sur toute la végétation qu'on retrouve là à mes pieds, mais qui ne vont pas impacter la canne. Et donc voilà, pour répondre à votre question, il a fallu se passer à la fois d'engrais chimiques, tous les engrais classiques qu'on utilise dans les parcelles. On va utiliser des engrais qu'on appelle organiques, qui sont d'origine végétale ou animale, donc c'est-à-dire des fientes de poule, du lisé de porc ou des composts végétales. Tout ce qui est tondu en bord route, que vous voyez avec les tracteurs, tout ça c'est composté dans une usine à côté du moule et on leur achète une partie de leur... Quand on dit bio, on dit simplement pas d'engrais, c'est ça que je comprends? Ça ne veut pas dire pas d'engrais, ça veut dire pas de pesticides. produits chimiques. Donc pas de pesticides et pas d'engrais chimiques de synthèse. Il n'y a pas d'analyse de terre, non? Alors, je vais Ouais, tu peux aussi compléter. sur cette partie-là, puisque en fait, la canne à sucre, c'est une plante qui a relativement besoin de peu d'intrants. Oui, donc la canne à sucre, c'est une plante qui a relativement besoin de peu d'intrants. Donc effectivement, nous, ce qu'on utilise, c'est les queues de méthanisation, parce que vous le savez, depuis plusieurs années, depuis 10 ans maintenant, on recycle 100% de nos déchets de fabrication. Le premier déchet qu'on va recycler, c'est la bagasse qu'on va utiliser pour fabriquer de la vapeur qu'on va utiliser pour la distillation, mais aussi pour faire fonctionner les moulins de broyage. Et aussi, quand on va finir la distillation, on va avoir la vinasse qui est le deuxième déchet. Quand on produit du rhum, on a 90% de ce déchet qui est la vinasse. Donc, quand on méthanise la vinasse, on est en mesure ici à Bologne de produire du biogaz, de produire de l'énergie, même si ça nous coûte plus cher que d'utiliser de l'énergie de l'électricité normale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en queue de méthanisation, on va avoir les bouts de méthanisation qu'on va épandre dans les champs. Donc cette canne, vraiment, à part le boer, où on n'a pas eu d'épidémie depuis plusieurs années, n'a pas de nuisibles, si ce n'est que l'enherbement. Et on est en milieu tropical, vous le savez, donc l'enherbement est vraiment très, très important. Sur le label bio, nous on est passé par un organisme certificateur qui s'appelle Certipac et les deux demandes qu'ils ont, c'est effectivement de ne pas utiliser ces produits. Donc on va avoir recours à plus de mains. On va multiplier la main d'œuvre par 3 dans cette parcelle-là et effectivement on ne va pas utiliser d'herbicides. Mais il faut savoir qu'à Bologne, depuis les 6 dernières années, on a déjà divisé par 6 l'utilisation des herbicides. Et nous, on tend vers le zéro herbicide. Donc ça, c'est un vrai objectif qu'on s'est fixé. Aujourd'hui, on est plutôt en faveur, en tout cas Martin pense que c'est possible d'ici quelques années. On n'a pas d'horizon fixe. On va travailler sur des process agriculturaux,
ce qu'on a développé ici à Grande Savane et qu'on est déjà en train d'implanter dans d'autres parcelles qui ne sont pas forcément en cours de conversion. Quand on va rentrer sur le domaine, juste à notre droite, on va voir la parcelle royale. Et sur la parcelle royale, vous allez voir qu'elle est différente de la parcelle qui est en face. Parce qu'elle est en canne noire et celle d'en face en canne rouge, mais aussi et surtout parce que les techniques agriculturelles n'étaient pas les mêmes. On va en reparler très rapidement plus tard. Et on ne fait pas du bio pour faire du bio. On fait pas toute cette stratégie-là n'est pas mise en place parce qu'on va produire un rhum bio pour en vendre. C'est vraiment un engagement, ici parce qu'on croit que ça fait 300 ans que cette plantation elle existe et qu'on veut la transmettre encore dans 300 ans à des générations futures qu'on estime où il faut investir. Donc c'est 90 000 € d'investissement sur les micro-tracteurs qui vont être étalés sur les prochaines années. C'est de la réflexion sur les équipes avec Valérie, Martin, pour développer des pratiques agriculturales qui vont nous permettre de tendre vers cet objectif. Là, on a utilisé des plantes de couverture, vous ne les voyez pas là, mais dans l'interrang qui est plus large, comme on vous l'a expliqué, on a planté des plantes de couverture. Ces plantes de couverture, on en a utilisé plusieurs types. L'une de celles qu'on a choisi de vous parler, c'est le crotalaire. Le crotalaire qui a des fleurs jaunes et le crotalaire qui va pousser en même temps que les rejetons de canne, puisque vous savez que la canne repousse sur 6 cycles toute seule, va pousser en même temps et va ralentir l'enherbement. Et elle va mourir et réazoter le sol. Donc ça va vraiment avoir cet effet-là que de ralentir l'enherbement. Mais vous avez encore des mauvaises herbes au niveau du rang et ça, on va encore se creuser la tête pour trouver des moyens pour travailler sur le rang en lui-même. Donc toutes ces techniques, c'est vraiment des techniques qu'on est obligé sur ces 3 ans-là, sur ces 3 dernières années, de se focaliser dessus, mais on va continuer. La parcelle de la Cocotteraie est en conversion et on a également une autre parcelle qui est proche de celle-ci qui est en conversion, qui va être convertie en 2022 ? En 2022, ouais. En 2022. Du coup, voilà, donc c'est vraiment ça. Le bio, c'est un label, mais c'est aussi un engagement et une vision. Et nous, c'est la vision dans laquelle on s'inscrit. Voilà, donc bien sûr, on va déguster la coulisse et on va aussi déguster Grande Savane. Grande Savane qui est le rhum éponyme parcellaire issu de cette parcelle, qui n'est pas encore terminé, que Frédéric a bien voulu nous sortir de la cuve. Donc il est encore en repos, mais vous allez pouvoir déguster le brut sans réduction. On est à 61 degrés, quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir le déguster aujourd'hui. Voilà. Vous avez d'ores et déjà dégusté le rhum bio. Le rhum bio, on va en parler tout à l'heure. C'est un rhum qui est à 45 degrés, qui est aussi issu de cette parcelle-là, mais qui va être moins travaillé que celui qu'on va retrouver dans le réseau caviste dans quelques mois et qui va s'appeler Grande Savane. Voilà. Et sa sucrosité, satisfait au niveau de la sucrosité? Moi, j'aime bien ce que j'ai dégusté. D'accord. Voilà. Le rendement ou pas? Ah, le rendement. Oui, cette variété, indéniablement, elle fait du rendement, donc on a des bons rendements sur cette parcelle. Ça n'a pas toujours été le cas, on a eu les 2 premières années, les années de conversion ont été difficiles. L'enherbement a été mal maîtrisé et du coup il y a eu une compétition très forte et du coup la canne s'est mal adaptée. Mais sinon, ouais, les rendements, on est autour de 70 tonnes hectares pour cette parcelle-ci, ce qui est très bien ce qui est bien pour la zone dans laquelle on se trouve. T'as tout, hein. Voilà. Et dernière chose peut-être, c'est qu'on a été obligé de changer de variété. On n'a pas fait de la matos parce qu'on avait envie de faire de la matos. D'ailleurs, notre souhait, c'était peut-être d'avoir de la canne noire de bio, mais on ne peut pas le faire aujourd'hui parce que l'organisme certificateur nous a demandé d'implanter sur la plantation une nouvelle variété de canne qui soit plus facilement distinguable par rapport aux autres variétés qu'on a déjà sur le domaine. Il doit pouvoir identifier visuellement, lors d'un contrôle, pouvoir distinguer les deux types de cannes. S'assurer qu'on ne triche pas sur le tonnage après, sur la transformation, voilà. Et on est audité d'ailleurs, plus que d'habitude, mais on est audité. Voilà. On va continuer.
Mais oui, non, mais on se plie facilement, on aime bien ça en plus parce qu'on aime bien parler de ça. Donc, Au niveau de la distillation, c'est pas un peu galère, il faut nettoyer, non? oui, alors au niveau de la distillation, de la fermentation d'abord, alors il faut savoir que quand on va produire du bio, c'est un peu comme quand on produit de la canne noire. On va nettoyer tous les circuits, on va vraiment arrêter tout ce qu'on fait d'autre pour vraiment pouvoir identifier là aussi, par souci de traçabilité, le rhum bio des autres rhums. Mais ça, on savait déjà le faire par rapport à la canne noire, ça on fait exactement la même chose. Donc, et au niveau de la fermentation, ça nous a demandé une réflexion différente. Donc on a développé des process internes pour répondre aux cahiers des charges de la fermentation certifiée bio, mais ça, on va garder ça pour nous. Prenons la direction de la troisième parcelle de notre parcours, la batterie. On se retrouve ici sur la parcelle batterie. Batterie parce qu'il y a une ancienne batterie militaire, enfin les ruines d'une ancienne batterie militaire. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, les Anglais étaient en compétition avec les Français. Et les Français, pour barrer l'arrivée des Anglais, avaient construit des fortifications, ce qu'on appelle des batteries militaires. Donc elles étaient en pierre et permettaient aux Français de se cacher pour pouvoir se protéger. Et l'ennemi était à disposition, si je peux dire ça comme ça, était visible pendant que les Français étaient cachés. Donc ça, c'est pour la partie historique. Au moment de la récolte de cette parcelle, on a retrouvé un ancien canon militaire qui était enfoui. Je ne sais pas si on va passer par le canon militaire, mais en tout cas, on l'a gardé. Et on a décidé, cette année-là, de proposer cette parcelle-là. On voulait faire source, mais on a fait batterie. Batterie, du nom historique de la batterie militaire qui y était, toujours en 100% canne noire. Et c'est surtout qu'on est sur un microclimat qui est différent de la batterie. Sur la batterie, vous aviez une parcelle qui était dans un vallon, vous aviez une parcelle qui était relativement peu exposée. Là, on est vraiment sur une parcelle qui est très exposée, très sèche puisqu'on n'a pas de cours d'eau de ce côté du domaine et qui est assez différente. On va le voir, le terroir et les microclimats ont une réelle influence sur les rhums parcellaires qu'on va déguster après. Donc on ne va pas dire grand chose, on va vous le redire qu'on va être à l'ombre quand on va déguster la batterie. La batterie, c'est 18 mois de maturation comme la coulisse et du coup un degré aussi élevé, puisque quand on a des degrés élevés comme ça, on déguste vraiment des choses qui sont très fidèles à la trame aromatique de la canne noire. Donc cette année, on a 58,6. Pas très loin des 60 qu'on avait connus sur la coulisse. Et puis voilà, si vous avez des questions. Pas de questions. Le dernier arrêt. Oui. Et comment les microclimats, comment vous les isolez? Vous avez des mesures, il y a des moyens techniques mis en place? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un laboratoire en interne. On est l'une des seules distilleries à avoir un vrai laboratoire en interne et on est capable de tester toutes les phases de notre production. Donc c'est vrai qu'on remarque qu'il y a des choses différentes qui se passent, la sucrosité est différente. La batterie, par exemple, quand on coupe la parcelle de la batterie, il se dégage vraiment un parfum différent de ce qui se passe à côté. Ici aussi, on a remarqué qu'il y avait des indicateurs qu'on avait envie de mettre en valeur et c'est pour ça qu'on a sorti un rhum parcellaire sur cette parcelle-là. Et du coup, donc au-delà de l'analyse des faits, est-ce que vous avez des données qui vont avec cette analyse, c'est-à-dire il y a eu tant d'eau cette année, tant d'ensoleillement sur cette parcelle? Eh bien oui, pour compléter la réponse de Pierre, on a des stations météo. C'est ça la question. C'est ça. Par parcelle, qui relèvent la température, l'humidité de l'air, la pluviométrie et le vent. Super. C'est des repères sur, notamment moi ça me sert de repère pour l'irrigation. Bien entendu. Je sais quand je peux irriguer ou quand il y a un besoin ou quand il n'y a pas besoin. Très bien. Et toujours l'irrigation, c'est avec l'eau de la rivière. Oui. Évidemment. Là, on est sur un sol qui est beaucoup plus riche côté volcanique, nous sommes d'accord. Alors ici, ce qui est rigolo, c'est qu'on est vraiment en terre de volcan, puisque en face, vous avez un volcan qui est le Huelmont. Et quand on regarde ici, vous l'avez vu quand on était en train de monter, vous avez la soufrière. Donc on est vraiment en terre de volcan. Et c'est ce qu'on a voulu exprimer sur l'étiquette, vous allez voir. On est vraiment dans les codes volcan. Une
Cuvée volcanique bientôt? Comment? Cuvée volcanique bientôt? Joker. Voilà. Parce que ça fait beaucoup de jokers. Il y a combien de jokers? Ouais, c'est le dernier, je crois. Ça va être le dernier. Non, mais en fait, 50-50 la prochaine fois. coup de fil à un ami, ça fonctionne ou pas? Après, Mais ton coup de fil à l'ami, c'est pas Pascal. Hein, parce que ça marche. après, tu dis, on met en off, on arrête la caméra, on arrête tout. Non, il n'y a pas de cuvée volcan. Comment? Un sirop, vous avez prévu? Non, pas de sirop. Non. C'est vrai, on laisse ça à Marie-Galante. Par contre, il y a des choses qu'on pourrait faire. Hein. On est en train d'étudier ce qu'on peut faire avec les abeilles, puisqu'on remarque que les abeilles sont de retour. Donc, il y a des choses qu'on pourrait faire avec des abeilles un jour. Au niveau de la plantation, comme ça, un sol qui est assez rocheux à ce que je vois, ça a été compliqué ou pas? Au niveau de la plantation, Ouais, c'est une grosse contrainte. C'est l'épierrage, c'est une opération qu'on appelle l'épierrage et c'est une opération qu'on fait systématiquement quand on replante. Quand on replante, on va labourer pour détruire les souches de canne et ce qui va entraîner un soulèvement des pierres qui se trouvent, qui sont présentes dans le sol en grande quantité. Et donc après, il faut passer un outil qui nous permet de retirer toutes ces pierres. Si on ne le fait pas, ça bousille la machine de coupe. Il y a une partie de la coupe ici qui est faite à la main, et donc ça, il n'y a pas de problème, on peut laisser les pierres. Mais quand on a une grosse coupeuse à chenille qui vient dans la parcelle, là c'est vraiment très impactant. Donc il faut retirer toutes ces pierres avant la récolte. C'est bien, vous avez des chenilles et des abeilles. Des chenilles, des abeilles, j'ai vu des scolos tout à l'heure. Il y a les bœufs, il n'y a plus de cabris, mais... On les pose le nom. Je pensais aux michouilles, hein, Bologne. même moi. C'est parfait quoi. Alors, c'est vrai qu'on a de la chance parce que c'est vrai que même sur les bureaux, on a vu sur la soufrière, vu sur la mer ou vu sur le Shanken, c'est top. On a vraiment des conditions de travail qui sont hors pair. Voilà, ça donne envie de créer des nouvelles cuvées. C'est bien. On peut faire la route, c'est beaucoup plus top. En plus, là, Ouais, non, on a vraiment beaucoup de chance. Mais pas autant. Nous nous dirigeons vers l'habitation du domaine où nous allons découvrir les nouvelles cuvées de rhum blanc de Bologne. Là, vous avez une ancienne case avant, c'est ce qu'on appelait les abris cycloniques de l'époque. Allez-y, En 1000 pattes et tout ça, c'est fourni. Vous allez voir qu'on peut accéder à la maison par là, par la trappe. Par contre, vous ne pouvez pas rentrer aujourd'hui, on est trop nombreux pour aller sur la trappe. Mais vous avez la case avant, c'est l'abri anticyclone de l'époque. Et à côté, derrière, on va voir la citerne. D'accord. On vous propose à la dégustation une trilogie de blancs. De blanc, 2 dégustations, puisqu'on est exclusivement sur des rhums blancs parcellaires, 3 parcellaires, 2 qui sont 100% canne noire, et le 3e qui est en canne la Matos, la fameuse canne jaune ou blanche, qui est bio. Donc voilà. On va commencer par la batterie, qui est la nouveauté, puisque la coulisse, vous avez déjà dégusté la coulisse. Donc la sans étiquette, c'est la bio. La sans étiquette, c'est la grande savane. Alors, cette cuvée batterie, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, alors déjà, après avoir visité la parcelle, donc c'est toujours un plaisir de déguster et d'avoir vu la canne en amont. Là, on est sur un rhum batterie blanc à 58,6, donc qui est censé être fort. Mais en fait, les premières senteurs sont vraiment pas agressives, au contraire, on sent une vraie douceur. Après la première gorgée, les premières impressions, on sent la canne, on sent le côté floral. Voilà. Et par contre, effectivement, on sent le 58,6 sur la fin, où on sent quand même que ça chauffe bien à l'intérieur, mais voilà, mais du coup, madame qui ne boit pas théoriquement de rhum sec, alors voilà, pour une personne qui ne boit pas beaucoup de rhum et du rhum blanc, je trouve que ça sent très très bon et c'est très fruité.
En tout cas au début. Comme sur les Voilà. Black Cane, D'accord. Bully, c'est très lentille. Alors dis-moi ce que tu en penses. Alors, je trouve qu'au parfum, on aurait limite voulu le garder en verre. Après, une note limite de canne trop pure, tellement c'est bon. C'est en alcool au finish. Alors c'est l'exclusivité là qu'on goûte là, super bon, en bouche il passe franchement très facilement, on est sur quelque chose qui n'a pas encore été réédité, qui a 61 et quelques et qui franchement se déguste super bien, sec comme ça, donc franchement j'ai envie de dire pas de réduction, hein. Pas obligé de le réduire quoi. Vraiment très agréable au nez, très puissant, on sent pas pourtant c'est pas agressif. On va attendre encore un peu pour que ça fine. Et vraiment, non, vraiment très bon. On le sent descendre. Et on est sur les bases du rhum bio. on sent pas, pour moi, je sens pas la puissance, le niveau d'alcool. Je pense qu'il faut pas le réduire. Je le trouve bien comme ça. Vous retrouverez l'interview avec les équipes de Bologne en cliquant sur la vidéo qui s'affiche. Enfin, nous prenons le chemin du retour vers la boutique où nous terminons notre pellicule. La très jolie boutique est l'occasion de faire quelques emplettes. Le privilège de découvrir en avant-première une des nouvelles confidentielles, la Sauterne Finie. C'est la bouteille numéro 1 en plus. Ah, sérieux? Ouais, sérieux. Alors, je l'achète. C'est bon, je l'achète. Oh. Le nouveau-né. Déflagration. Déflagration. C'est un garçon. Et à Bologne. Merci pour l'accueil. À Bologne. Merci à Bologne. Donc si vous avez aimé, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne.